Aux 7 plus belles. Évidemment, sur les 7 plus belles, il y en a qui existent déjà. Il y en a que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres conférences, entre autres comme le Kilimandjaro, le Méropic, des fois qui se mélange un peu avec le Népal. Donc, je mettrai un petit peu moins d'attention. Par contre, je vais quand même vous présenter le concept général, qui est un nouveau concept qu'on lance de ce temps-ci, en fait, qui est juste une façon nouvelle, finalement, de revoir l'alpinisme chez Caravani. Donc, commençons. Donc, c'est quoi le concept, en fait? Les 7 plus belles. Ça veut dire quoi pour nous? Les plus belles, c'est bon. On va pas réinventer le monde avec ces 7 montagnes-là. C'est les plus belles parce que pour nous, elles ont une histoire. C'est des fois des expéditions qu'on fait depuis quasiment le début des années 2000. Certaines, on est rendu à plus que 40, voire 50 éditions dans le cas du Kilimanjaro. 20-25 dans le cas de la Concagua, Mérope qui ont autour de 15. Donc, tu sais, c'est des montagnes finalement qui font partie intégrale de notre histoire puis auxquelles on s'est attaché. Donc, beau dans ce sens-là. Beau aussi dans la variété ou l'ensemble de variétés de paysages qu'on pourra découvrir parce que quand même on se promène un peu partout sur la planète. Beau aussi dans le sens de cette quête qui nous fait cheminer finalement vers cet univers de l'alpinisme. Ça se veut pas, tu sais, on veut pas vous paterniser dans cet univers-là, on veut juste vous faire progresser en toute humilité, tu sais, par rapport à notre rôle. Mais ces montagnes-là ont été choisies aussi parce qu'ils ont une espèce de suite logique dans la quête, dans l'avancement vers l'alpinisme, dans la quête des hauteurs, globalement, puis aussi dans la complexité des terrains. C'est-à-dire qu'on a des montagnes qui sont quasiment juste de l'ordre de la randonnée, comme le Kili, puis il y en a qui sont beaucoup plus techniques, comme le Pic Lénine, donc il y a aussi une progression vers ça. Mais aucunement, on rentre dans de l'alpinisme technique avec des ascensions complexes. On n'est pas là du tout. On veut quand même rester accessible dans l'univers de la haute montagne. Voilà. Je lance ça. Diaporama, je vais avoir besoin de votre aide, juste pour que vous me disiez, peut-être avec des pouces comme vous avez fait, si vous voyez bien une ou deux photos. Vous voyez deux ou une photo? Oh là là, attendez. C'est moi qui est dans le champ, là. Je n'ai pas partagé mon écran. Attention, concentre-toi, mon cher. OK. Oh oui, il est 7 heures, hein? OK, je lance ça. OK. Donc, par des pouces, est-ce que vous voyez une photo? OK. 2, 3, 4, 5, 6 pouces. Merci, c'est merveilleux. OK. Donc, merci, j'aime ça. C'est la seule interaction qu'on peut avoir, by the way, parce que c'est un webinaire. Puis un webinaire, ben, ça limite l'interaction, malheureusement. Même si vous levez la main, vous pouvez m'écrire vos questions, là, Monsieur Chagnon. Parce que c'est ça le webinaire, c'est pas une réunion. OK? C'est juste que des fois, on attend au-delà de 200 personnes, fait que c'est plus facile comme ça. OK, je commence ça tout de suite en image. Donc, juste vous dire un peu l'historique. Caravani, ça fait 27 ans qu'on existe. Il y a eu plusieurs initiatives dans la haute montagne dans le passé. J'en ai pris qu'une petite poignée de tout ça, mais des projets d'envergure. La Madame Blanc 2004 avec Robert Bérubé, décédé aujourd'hui, mais grand glaciériste au Québec qui a initié le projet, donc ça a réussi en plus. Le Chichapagma une année plus tard avec Martin Boiteau. Ils sont arrivés à 7800 mètres. Le Baronce 2 reprises, entre autres avec Vicente Castro. Des affaires complètement pétées qu'on s'est lancées dans le passé et qui ont toujours fait en sorte que Caravani a été intimement relié avec l'alpinisme ou la haute montagne. On est plus doux depuis quelques années,
moins dans les grosses expéditions, mais quand même. Et c'est pour ça, en fait, que les 7 sommets ou les 7 plus belles montagnes, regard très subjectif, au niveau de la beauté, on lance ça en ce moment. C'est juste pour faire un clin d'œil aussi un peu sarcastique avec la fameuse quête des Seven Summits ou les montagnes ou la montagne les plus élevées de chaque continent. Okay? On n'aura pas un concept de continent parce que l'Antarctique pour nous c'est déjà un peu trop loin pour pouvoir y aller dans ce type de quête, mais au moins on sera dans le numéro 7, qui est un numéro chanceux. Voilà. Donc ça, c'est l'historique de Caravanier. Plusieurs choses, j'oublie, mais je mets de côté volontairement plein de choses. Moi, François-Xavier Blot, donc je suis à la tête de ce défi-là, si vous voulez. Oui, pardon, Margolin, oui, tout à fait, c'est Claude Bérubé, tout à fait, je confonds avec un autre. Aïe, merci. Donc, Claude Bérubé, un gars de Québec, avec qui j'ai fait des formations d'ailleurs en alpinisme au Chute Montmorency avec Caravanier en 2001. Donc, ça remonte un petit moment. Donc, oui, merci de la précision. Donc, oui, depuis 2000 environ, je parcours la planète à la quête de plusieurs sommets. J'ai fait une petite mosaïque ici. C'est pas tant, un petit peu pour me vanter, non. Non, c'est juste pour dire un peu la profondeur de l'expérience qu'on a chez Caravanier, parce que ça, c'est moi qui présente ce soir, mais faut pas oublier que chez nous, on a entre autres Jean-Philippe Leblanc, qui a fait une dizaine d'Aconcagua, plusieurs Méropiques, etc. On a encore Vicente Castro dans le spectre des gens qui collaborent chez nous, et j'en passe. Donc, on a une équipe de profondeur en montagne. Ça, c'est sans oublier toutes les équipes locales et les guides certifiés en haute montagne qu'on a un peu partout dans le monde. Ça, c'est quand même important à préciser. La voici donc, cette quête des 7 plus belles. C'est celle en rouge parce que ça se pourrait qu'il y en a d'autres belles qui se pointent à l'horizon un jour. Mais en gros, c'est Pico de Orizaba au Mexique, Cotopaxi Cayambe en Équateur, Imani Huayna Potosi en Bolivie, Aconcagua en Argentine, Kilimanjaro en Tanzanie, Méropique au Népal et puis Piklénine, ça sonne bien ça, au Kirghizistan. Donc, il y aura peut-être des petits supplémentaires. Mont Kenya, on y pense. Oros del Salado, on l'a fait dans le passé à quelques reprises. Ça a été à l'horaire récemment encore. On l'a mis de côté pour maintenant se concentrer sur les 7 rouges et que vous voyez là. Et puis, souvenez-vous que c'est ça, c'est une quête qui se fera. Donc, c'est un cycle, j'y reviens, dans une diaporama. Donc, chacune de ces expéditions-là ont 3 approches ou 3 formules, OK? C'est-à-dire qu'ils se placent dans une de ces 3 formules-là. Un trek avec ascension en étoile, donc c'est trek et ascension, c'est-à-dire qu'on a un camp de base, ça peut être un village, ça peut être un refuge, et puis on va faire un sommet combiné avec des randos. OK? On a les grands treks qui mènent à un sommet, l'exemple du Méropique, vous allez comprendre. Donc, c'est un long trek, puis ça culmine avec un sommet. Puis les montagnes assiégées, j'aime ça, ce terme-là, ça fait un peu médiéval, moyenâgeux, là, qu'on assiège des forteresses. Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se place au pied d'une montagne, puis là, on fait une ascension avec des allers-retours, établir des camps, etc. Donc, montagne assiégée. Donc, j'ai mis des petites abréviations pour qu'on saisisse ici. Donc, vous le voyez entre parenthèses, là, Emma, montagne assiégée, grand trek, puis étoile. Voilà. Donc, la quête des 7 se fera sur un cycle de 2 ans. On commence ça en janvier 25, on finit à la fin 26, puis après ça, ça va revenir. Okay. Donc, à Concagua, ça sera en janvier de manière annuelle, parce que c'est quand même un classique qu'on fait régulièrement. Là, on le fait depuis les dernières années. Piklénine, il reviendra aux 2 ans, donc on ne sait pas si sa première édition sera en 25 ou en 26. Décision imminente à venir. Méropique, ça se passe l'été. Méropique, en octobre 25, on préfère toujours la saison d'automne pour les petits sommets népalais. Donc, est-ce que ça va revenir aux années? On en doute, certainement sur un cycle de 2 ans. Donc, si c'est en octobre 25, la prochaine, l'autre qui suit sera en 27. Cotopaxi Cayambe,
Même chose, ou ça se peut qu'on fasse une espèce d'hybride, c'est-à-dire aux années et demie. Donc, on viserait alors l'automne et la fin de l'hiver. Ça ferait en sorte que en octobre 25, par exemple, c'est le prochain départ. Ben, l'autre qui suivrait sera en mars 27. Volcan mexicain aux 2 ans, en avril ou en novembre. Encore une fois, il y a toujours 2 saisons, là, souvent pour ces montagnes-là. Imani, même chose, j'ai fait une faute, j'ai mis un E. J'ai dû le féminiser. Et Imani-Huayna en Bolivie, donc on est en septembre 26, c'est un peu comme la fin de ce cycle-là. Ça sera certainement aux 2 ans. Puis biannuel, dans le cas du Kilimanjaro, janvier-juillet, tous les années. OK? Donc ça, c'est nos 7 avec ce principe de cycle. Donc en fait, c'est pas tant qu'on fait un calendrier fixe, puis là, les gens, s'ils veulent faire la fameuse quête, ils doivent absolument s'inscrire dans les dates qui sortent. Non, c'est que ça va revenir, ça peut se faire ça. On peut le faire tout d'un trait ou le faire sur 10 ans, peu importe, mais on va, tu sais, en tout cas, tant que je serai là, chez Caravanier, ça va être comme ça, le cycle, au moins pour le faire 2 à 3 fois. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pas super contrastant les couleurs. Donc, on a un soutien préparatoire particulier aussi pour cette quête. Hein? C'est-à-dire, bon, les équipements ultra détaillés, là, avec des petites vidéos explicatives, ça c'est à venir, pour vraiment cibler correctement les besoins pour chacune des montagnes. Vous allez pouvoir bénéficier de rabais parce que on a un gros partenariat avec les magasins Sale. Vous avez peut-être vu des concours là, de voyage qui se passent en ce moment, des rabais aussi, des cartes qu'on envoie aux gens, donc on pourra bénéficier de ça pour l'équipement technique. Possibilité, puis ou les vêtements, possibilité de louer de l'équipement, sac de couchage par exemple, doudoune, certaines bottes techniques. Sachant que globalement l'équipement technique, que ce soit piolet, crampons, harnais, etc., ça c'est casque, c'est fourni pour tous les voyages où c'est nécessaire. Guide de préparation physique et mentale, gros document là, qu'on vient de faire là, pour vraiment se préparer à tous les niveaux. En amont, ça c'est quand les gens s'inscrivent au voyage. Des rencontres préparatoires, ok, mais aussi formation sur place, c'est-à-dire qu'on se rencontre en personne, on essaie de faire revenir cette idée-là des fameuses rencontres en live post-Covid, donc c'est rare, on l'a fait 2022, 2023 pour nos expéditions, on continue à le faire. Entre autres, la prochaine avec la gang de l'Aconcagua en novembre. On veut se voir, on veut se connaître parce que souvent le volet esprit d'équipe, connexion avec les gens, se connaître d'avance, c'est un gros plus pour la réussite de ces objectifs-là. Bon, comme j'ai dit un peu avec le passé que Caravanier a, mon expertise, celle des guides, on considère qu'on est des experts en montagne, puis qu'on peut apporter un suivi assidu dans toutes les étapes. Puis avant les départs, quand il y a des angoisses, quand il y a des enjeux très personnels, on fait toujours des appels personnalisés avant les départs pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde par rapport à tous les volets. Voilà. Excellent. Donc, petite pause de 1 seconde et quart. C'est le moment si vous avez des questions pour la formule en général. Sinon, j'enchaîne avec cette première. Donc, la Concagua. Donc, il n'y a pas la chronologie, il n'y a pas de chronologie dans ma présentation. Je présente les 7 ce soir, mais je tiens à dire quand même que je vais commencer par les plus difficiles, comme ça. Ceux qui pensaient y aller plus relax, ça va être un petit peu plus tard. Ok, mais c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde, j'ai eu beaucoup de demandes pour la Concagua, le Pic Lénine, tout ça, fait que je vais commencer par celle-là. Donc, j'ai élaboré un petit peu plus aussi les explications. Après ça, ça va être de pouvoir juste déduire ou je vous dirai, bon, ben, c'est comme la Concagua, c'est comme le Pic Lénine au niveau de l'engagement des camps de base, du niveau technique, etc. Mais vous allez voir au début les deux plus imposantes. Aconcagua, donc presque 7000 mètres, point culminant des Amériques, donc autant de l'Amérique du Nord que de l'Amérique du Sud. Ça se situe en Argentine. Pour s'y rendre, on arrive à Mendoza, ville très charmante. Bon, pas très esthétique, Mendoza, mais charmante par son ambiance. On arrive là en plein été austral. On est en janvier, vous vous souvenez.
Donc janvier, des fois, c'est aussi fin décembre, là, ça va dépendre des cycles. Mais donc, là-bas, c'est le cœur de l'été, il fait 35 degrés. Si vous voulez juste vous sauver du froid québécois, c'est une opportunité, sachant quand même qu'il va faire froid un petit peu plus haut. Mais bref, on profite des bonnes choses. C'est notre ville de départ et de retour, ou d'arrivée et de retour finalement, pour la Concagua. En Argentine, on a la tradition de la viande. Donc, tout ce qui est asado, grillade, c'est super reconnu pour ça. Ainsi que le vin. Donc, toute la culture viticole argentine vient pas mal de la région de Mendoza. Donc, bon, ça fait quand même deux bonnes raisons aussi pour se déplacer à Mendoza. La Buena Onda Argentine aussi, la bonne onde. C'est très relax, c'est très familier, c'est très casual. C'est quelque chose qui se démarque vraiment de la culture argentine avec ce beau mélange entre, si vous voulez, l'Amérique du Sud puis l'Europe. C'est vraiment un hybride entre les deux. Acclimatation pour la Concagua, eh bien, ça se passe sur un autre massif. C'est-à-dire qu'on a décidé, pour pas faire comme tout le monde, parce que ça, Caravani, on essaie toujours d'être le plus possible original là-dessus, mais aussi parce qu'on a un désir d'exploration supplémentaire que de rester tout le long sur une seule montagne. Puis parce qu'en bout de ligne, parce que ça a été testé dans les 2 dernières éditions, on considère que c'est payant au niveau de l'acclimatation. On va donc passer une semaine dans un massif qui est au sud de la Concagua, qui s'appelle le Cordon del Plata. Cordon, c'est un cordon, une chaîne, si vous voulez, d'argent, plata. Donc le Cordon del Plata, c'est un massif qui va culminer à environ 6000 mètres d'altitude et qui sera parfait pour faire nos premiers pas vers l'altitude. On aura un mélange d'hébergement. Petite photo, c'est peut-être pas chronologique, mais peu importe. Refuge, donc au début, on fait aussi une quête tranquille vers la perte de confort. Donc au début en refuge, on est planté à 2600, à peu près 2700 mètres. C'est parfait pour aller faire les petits sommets autour. Puis au fur et à mesure qu'on avance, on fait toujours 2 nuits. Donc 2 nuits au refuge, 2 nuits à un camp d'altitude, 2 nuits à un autre camp plus haut d'altitude pour progressivement se lancer un défi aléatoire selon les éditions sur la panoplie de sommets que vous voyez ici. Okay. Donc, entre autres, le Cerro Adolfo Caillé, ça, c'est certainement un sommet d'acclimatation qu'on fera. On a un autre plus petit pic qui apparaît pas, mais qui a à peu près la vue. Ce sommet-là, en fait, c'est la vue qu'on voit sur cette photo. Donc, il fait 3300 mètres environ. Puis, en bout de ligne, on va se lancer le projet du Cerro Plata ou du Cerro Vallecitos, ou peut-être du Cerro Franque. Donc, on ne voit même pas là-dessus, mais qui sont des sommets entre 5000 et 5900. Très faible probabilité d'aller sur le Cerro Plata parce qu'on constate que c'est quand même un gros step. Mais Vallecitos, les 2 dernières années, c'est là qu'on a réussi à amener des gens pour premier objectif, mais sachez quand même que c'est pas une obligation de pousser jusque-là. C'est juste le but d'explorer un nouveau massif, s'acclimater, puis lancer un premier défi. Fait que voilà. Mais aucune pression mentale par rapport à la réussite de ça. On n'est pas là-dedans. Premier camp, Piedra Grande. Ce qu'on va remarquer dans le Cerro del Plata, c'est dès qu'on quitte les refuges, finalement, on est vraiment en mode autonomie. Ouais, il n'y a pas d'infrastructure, finalement, dans le Cerro del Plata, dans le Cordon del Plata. Les gens qui vont là, à cette période de l'année, qu'on est à la fin décembre ou début janvier, c'est encore la période des fêtes en Argentine. Il y a des congés. Il y a beaucoup de randonneurs ou de grimpeurs qui vont se lancer des défis là-bas. C'est principalement des Argentins ou des Chiliens. Okay? C'est un sommet qui est très connu dans cette région du monde, mais sinon à l'extérieur du monde, pas tant. Donc, pour nous, on va côtoyer plein de gens qui se lancent des expéditions personnelles, si vous voulez, mais d'envergure quand même, considérant l'altitude. Donc, pas d'infrastructure, il n'y a pas de camp de base aménagé, il n'y a rien. On n'est que nous-mêmes avec notre matériel et tout est transporté pour chaque étape avec des mules. Okay? Donc, on revient en mode sac de jour, super important, on ne se brûle pas pour ces étapes-là. Mais en échange, on va devoir être plus spartiate en conditions ou en confort, si vous voulez. Mais j'oserais dire, ô combien plus chaleureux
que de partager une belle table comme ça de roche, assis sur une roche. Donc voilà. En tout cas, je regarde les visages, ça a l'air sympathique. Bref, camp Piedra Grande, on monte un petit peu plus haut, ça s'appelle le camp El Salto. Encore une fois, inversion des photos. C'est pas grave, je vais y aller, je reviens. Donc, le camp Salto, El Salto ou El Salto de Agua. On est à 4500 mètres, un petit peu plus, selon où on sera sur les paliers. C'est un superbe camp, encore une fois, très sauvage, aucun aménagement. Et de là, on va pouvoir rayonner sur l'objectif qu'on va s'être fixé rendu là. Parce que là, ça fait déjà 5-6 jours qu'on est en montagne. Cielo Franque, 5000 mètres ou presque. Ou un petit peu plus tôt, je reviens, le Cerro Vallecitos. Donc, il va nous faire progresser dans des vallées, des fois enneigées. Puis à cette époque de l'année-là, la neige fond au soleil avec le vent, donc ça crée des pénitentes, penitentes en espagnol. Vous avez vu les dents de neige. Donc, ça sécurise notre progression, mais ça nous casse un peu la tête. Ça, c'est la voie vers le Vallecitos. Donc, je pense que c'est une vidéo. Excusez, ça a explosé dans mes oreilles. Donc, ça donne une ambiance, une idée de l'ambiance, finalement, de ce cheminement qui est une longue crête pas technique qui mène à un sommet de 5400 mètres. La surprise, elle est à la fin, puisqu'à la fin, il y a une petite grimpouillette dans la roche d'environ une dizaine de mètres. Encore une fois optionnel, mais bon, ça reste quand même surprenant, mais ça donne en échange une superbe vue sur l'objectif qui s'en vient, la Concagua, qui est cette immense paroi qu'on voit à ma gauche. Voilà. On enchaîne, donc après on revient, si on descend, transfert routier, on enchaîne avec une nuitée dans un lieu qui s'appelle Penitentes pour se remettre les batteries à zéro. On est une nuit dans une auberge, confortable. Et puis, on revoit tout le matériel. Donc, transition du matériel. On fait nos bagages. On va vous aider. On le fait ensemble. C'est toujours sur une base volontaire, cette étape-là, mais de gérer les poids des mules. Parce que tout le matériel, on parle de plusieurs centaines de kilos, là, sera acheminé à dos de mule pour l'approche jusqu'au camp de base de la voie normale qui se nomme Plaza des Moulas. Les gauchos seront les gens en fait qui s'occupent des mules et qui assurent le transport. On a l'occasion potentiellement de partager un repas avec eux, de partager un peu leur culture cavalière et culinaire, puisque ce sont des maîtres de l'assado traditionnel et les maîtres de mettre du sel sur de la viande. Donc, bref, c'est incroyable ce qu'ils peuvent nous faire. On fait un peu de troc, quelques bonnes salades de choux pour s'excuser, des bonnes bouteilles de vin, et puis ça fera une espèce d'occasion de côtoyer un aspect culturel finalement du pays, parce que les gauchos sont une espèce d'hybride entre les autochtones locaux, les Mapaches, et les cavaliers espagnols. Donc, beau petit regard là-dessus. Quand on fait la Concagua, il faut surtout savoir que c'est d'abord et avant tout une traversée de désert, quasiment. C'est très chaud, aride, c'est un vent sec à cette période de l'année. Hydratation, hydratation, protection du soleil, c'est la règle numéro 1. Ce sera le premier grand défi de cette expédition-là. Alors ici, petite mise en scène cocasse pour vous rappeler ces règles-là. Et aussi, une tenue vestimentaire qui nous rappelle l'armée canadienne à Kandahar, en Afghanistan, ou la version plutôt obscure de certains ou certaines. Mais bref, protection contre le soleil fondamentale pour les 3 premiers jours d'approche. 2 premiers jours d'approche, en fait, quand on se rend à Plaza Moulas. L'avantage de s'être acclimaté finalement à Cordon del Plata, ça fait en sorte qu'on va rester moins longtemps sur la Concagua. Donc d'habitude, les expéditions le font en 16-17 jours. Nous, on va plutôt préconiser 10 à 12 jours. Donc ça fait en sorte qu'on est moins longtemps dans ce village. Bon, c'est pas... Finalement, ça paraît terrible comme ça, un village camp de base aussi grand, mais on y prend goût
quand même, puis on s'y fait parce qu'il y a à peu près tous les services, toute la qualité de service qu'on peut s'attendre d'une expédition sur une des montagnes qui fait partie de la vraie couronne des Seven Summits. C'est un peu démesuré maintenant à quel point ça pousse en termes de confort. On va goûter à ça, mais pas trop, faut pas trop se ramollir. Donc, on sera moins longtemps sur les parois de la Concagua, finalement, avec le scénario qu'on vous propose. Quand même, tente dôme privative pour les repas. On aura un espace pour les tentes, parce qu'on campe quand même au camp de base, avec dans des tentes à deux, là, ou seul, selon les scénarios. Super bloc sanitaire. On a même accès à des douches qui fonctionnent rarement. Je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui pourront en témoigner que finalement c'est un système solaire, mais je ne sais pas à quelle heure la journée il marche, là, mais c'est pas les fois où on est allé nous autres. OK? Bref, il y a des douches. Dans tout ce que vous pouvez imaginer d'une douche, c'est là. C'est super clean. Il y a un jet d'eau, il y a un banc pour mettre ses affaires, des crochets, etc. C'est juste que l'eau, elle sort des glaciers. Mais bon, je vous dis, moi, l'appel de la douche va être plus fort que vous le pensez, puis ça, vous allez faire fi de ça. Super cuisine, donc on est des cuisiniers pour nos repas qu'on a au camp de base. C'est le gros kit. On a aussi installation d'une tente médecine. Donc à chaque année, medical tent, on aura l'occasion, à chaque année, il y a des initiatives internationales qui prennent en charge finalement le suivi médical de tous les grimpeurs. Donc on aura des rendez-vous cédulés pour ça. Puis aussi, au besoin, s'il y a des complications, on aura aussi l'appui médical de médecins pour compléter nos aptitudes à nous de prévention puis de suivi en altitude qu'on fait quand même. Pour ceux et celles qui ont le spleen et le mal du pays, un café avec Wi-Fi, prix de l'espresso à 5$ US, pas si payé considérant les lieux. Puis le gars qui fait le café, c'est un vrai barista. Je vous dis, c'est top notch. Fait que ça, c'est le camp de base, c'est le café du camp de base qui se transforme en bar au retour des expéditions quand on réussit ou pas les sommets. Donc, bref, ça bouge au camp de base. Hélicoptère, ravitaillement, évacuation, vraiment, on est super bien encadré à ce niveau-là. Et chaque coucher de soleil au camp de base sera avec ses couleurs, si la vue est dégagée, sur la face ouest qu'on appelle la Sentinelle de pierre, donc qui est le nom Aymara, donc qui est le nom de la population autochtone de l'époque, qui a nommé cette paroi-là la Sentinelle de pierre. Aymara, donc cette fameuse sentinelle de pierre qui nous dominera tout le long et avec laquelle ou face à laquelle on va devoir se challenger puisque ça va demander une longue ascension sur des parois de roches ou des pentes de roches qui vont nous apparaître quasiment infinies pour relier tous les camps. La vie de camp de base, ça c'est valable pour à peu près toutes les expéditions où on assiège, là, donc c'est ça. C'est apprendre à rien faire, c'est apprendre à s'adapter aux conditions. Dans ce cas-ci, sur la Concagua, c'est les conditions chaudes qu'on a des fois sur les camps de base, un peu suffocantes, quand il n'y a pas de vent. Donc, c'est la proximité aussi de notre vie en campement. Forcément, la gang avec qui on va la côtoyer quotidiennement de manière assez proche, c'est un aspect très important à considérer. Donc, la vie de campement, la vie de groupe, la solidarité, etc. Retenez tout ça. On va vraiment vous préparer à ça dans la rencontre préparatoire, etc. Le Nido de Condores, c'est le camp. En fait, nous, on skip un camp. On va passer le camp Canada à 5100 mètres pour se rendre directement à Nido de Condores à 5400. Donc, encore une fois, ça fait partie de notre stratégie d'acclimatation qui est déjà entamée. Gordon, il va permettre d'accélérer la procédure sur la conne. Donc, ça fait qu'on aura juste deux camps. Nido de Condores, puis le camp Colera. Donc, Colera qui est situé à 5975 mètres. Superbe coucher de soleil sur cette montagne-là. Les soirées sont froides, mais sont splendides. Ça vaut la peine de s'arrêter, de contempler. Parce que oui, il y a tout un moment. En fait, dans des expés comme ça, il y a des grands moments où on fait pas grand-chose finalement. Donc, vaut mieux déconnecter, se laisser aller, contempler. Ne pas trop se soucier de ses états d'âme. Oui, un peu écouter son corps, c'est sûr, c'est fondamental. Mais laisser aller les choses, puisqu'une fois rendu sur cette montagne-là, on n'aura plus trop de contrôle à part l'écoute de soi-même. Donc, on se positionne à Colera,
5900 au bout de... Là, c'est un long processus, là, mais on est quand même rendu peut-être au jour 16-17 selon les scénarios. Et puis, à un moment donné, on aura décidé par les fenêtres météo, parce que les montagnes comme le Pic Lénine et la Concagua, on dépend beaucoup des fenêtres météo, de la météo, des pronostics, etc., pour décider quand on va faire le sommet de push. Donc, ça fait partie. En fait, ça va demander une capacité d'adaptation, de repositionnement aussi stratégique en fonction de de cette météo-là puis des conditions. Et quand vient le temps, on est capable de bien prendre la décision, je vous dirais à peu près à 48 heures d'avance. Parce que c'est assez rare qu'on se trompe sur des bonnes journées de tentative. Par exemple, l'année passée ou cette année, là, en janvier 24, on a eu c'était un hiver ou un été austral El Niño, tout était chambardé, des vents de fou, etc. Mais on a eu cette fenêtre qui s'est déterminée pour le 21 janvier. On l'a vu sur les radars, elle s'est reconfirmée. On a mis all-in pour cette date-là. Ça tombait bien. C'était en fonction de notre acclimatation. Puis pof, ça nous a donné des superbes conditions qu'on voit là, sur ces photos ici, là. Donc, monter dans la pierre ou la neige, ça va varier selon les époques, selon l'historique de neige. En 2024, presque pas de neige. Dans d'autres éditions comme ici, en 2016, 17, je retiens 18, ces années-là ont toujours été très enneigées. Ça fait en sorte que la crête finale ou la Canaleta, là, le corridor de neige qui domine presque le sommet, là, peut être enneigé ou partiellement enneigé. Donc, on atteint potentiellement, c'est pas, hein, on ne va pas pousser absolument tout le monde à aller jusqu'au bout. On va quand même avoir le couteau d'un dent, la flamme dans les yeux. Mais on ne poussera pas nos limites. Mais si l'option est là, puis que tout le monde va bien, on push vers le sommet. Puis on vise là, des arrivées autour de. On part quoi, 5 heures du matin à peu près, pour arriver autour de entre midi et 14 heures à peu près. Là. Fait que c'est ça. On a nos heures limites, nos stratégies, tout ça va être expliqué sur place. Ça reste qu'en bout de ligne, la règle fondamentale pour la Concagua et tous les autres, c'est qu'on réussit une montagne quand on revient en bas. Donc, ça veut dire que si tu mets ton énergie pour pousser vers le sommet, il t'en reste suffisamment pour revenir en bas en sécurité. Ça, c'est une règle fondamentale. On aura le temps de se refaire un petit peu d'énergie, grosse bouffe certainement, retour du camp de base, parce que, ben oui, on finit en revenant au camp de base d'une expédition, mais pas tant, il reste la marche de retour, c'est 26 km à travers une vallée qui va nous apparaître à ce moment-là, potentiellement sans fin aussi, pour relier la route finalement et terminer l'expédition avant de regagner en bus Mendoza. Cette photo-là, je l'ai prise parce que c'est une édition difficile qu'on a faite en 2015-16. Une édition, encore une fois, un El Nino qui nous a vraiment claqué la figure. Ça a été beaucoup plus difficile que toutes les années que j'ai pu faire la Concagua, mais ce qui en est sorti de tout ça, c'est les visages quand même meurtris un peu, mais surtout les visages et la camaraderie qui s'est formée pendant ces 16-17 jours d'adversité. Donc l'aspect humain ressort énormément de ces expéditions-là. Et je vous dirais que c'est une autre raison pour laquelle je considère que ce sont de belles montagnes. Donc voilà. Revoir célébration retour. Donc on profite des bonnes choses. J'ai pas mis de photo de gros steaks parce que je n'avais mis. On mange pas juste des gros steaks en Argentine, on a d'autres options. Entre autres ici, un superbe bodega, comment on appelle ça? Un vignoble étoilé Michelin, qui nous offre un set de services végétarien assez sympathique. Donc, avec du très bon vin, souvent même vin nature. Donc, voilà, ça a été quand même sympathique de finir le voyage avec cette touche. On remercie certains d'entre de ces gens l'année passée qui avaient le regard pour les bons restos. Et donc, cette édition future de 2024, celle qui s'en vient et les autres, on va retourner dans ces endroits-là parce qu'on a découvert ça cette année puis c'était sympathique. Voilà. Donc, plusieurs départs. J'ai dit c'était une fois annuel. Donc, cette année, c'est le 28 décembre 24. J'y retourne pour la 7e fois. Sinon, ça sera pour Caravanier un départ aussi le 10 janvier 26. Mais sinon, entre-temps, on a un départ avec les chefs de montagne. On est associé avec les chefs de montagne, un départ 100% féminin
qui va être annoncé bientôt pour le 20 décembre 2025, accompagné par René-Claude Bastien. Donc, c'est exclusif aux dames parce que c'est cool aussi de faire des voyages juste entre vous. Et ça sera aussi avec une guide argentine. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi. Je vous dirai tout ça à la fin, mais c'est un départ juste avant le nôtre, le 20 décembre 2025. Voilà. Là, je m'étais dit à peu près 15-20 minutes par destination. Je sais qu'il y en a beaucoup. OK? Posez-moi vos questions pour la Concagua, sinon j'enchaîne avec le prochain gros défi, le Pic Lénine. Petite gorgée. Good. Donc, Pic Lénine, pourquoi? Pic Lénine, donc j'ai eu personnellement l'expérience ou l'opportunité d'organiser cette expédition-là pour une autre agence avec qui je travaillais avant. Caravanier l'a aussi organisé dans le passé avec Alibert. Donc, ça sort pas de nowhere, là, cette montagne-là. Donc, j'ai eu l'occasion de le faire moi-même en 2020, en 2006, en 2013, 14, 17, 18, puis certainement 25 ou 26, donc 5 expéditions. Donc, on commence à avoir une certaine expertise là-dessus, puis on s'est dit, Colin, c'est vraiment cool d'essayer un 7000 mètres accessible, ok, dans l'univers des très hautes montagnes. Donc, si on regarde les 7000 mètres de la planète, qui sont peu techniques en alpinisme, qui ont plus ou moins de dangers objectifs, puis qui coûtent pas la peau des fesses, ben le Pic Lénine sortait. En plus, pour la notion de beauté, là, cette plus belle, je trouve qu'il est sublime dans sa perspective de la steppe kirghize, qui nous réfère un peu au paysage de Mongolie puis de Chine occidentale. Donc, vraiment, pour ça, j'y arrive avec des photos, là, mais pour moi, ça allait vraiment dans cet esprit-là de cette quête. On voit donc que le Pic Lénine est situé au Kirghizistan, qui est un pays, finalement, de l'ex-Union soviétique. Le Kirghizistan, jusqu'à l'heure actuelle, ne pose pas problème au niveau politique. Le Kirghizistan n'a pas de frontière directe avec la Russie. Il y a quelques petites zones de conflit dans le passé avec l'Ouzbékistan. On le voit vers l'ouest complètement. Et il est frontalier avec le Tadjikistan, mais 100% de l'expédition se passe en territoire kirghize. Okay, donc voilà, c'est un pays très relax. Pour y avoir été plusieurs fois. Puis encore aujourd'hui, ceci s'applique. Première photo, donc d'où le plus belle montagne, je trouve. Première photo de 2006 ici, dans le temps que c'était moins développé qu'aujourd'hui. Population nomade qu'on retrouve autour d'Ashiktash. Donc Ashiktash, qui est un micro-village pas loin du camp de base. Donc le Pic Lénine, c'est cette immense paroi qu'on retrouve au loin. Je trouve que toute cette rusticité vieillotte post-soviétique que j'adore personnellement, aucune prétention dans ce monde. Donc, le Pic Lénine, qui fait partie de la couronne des 5 léopards. Donc, léopards des neiges, les 5 Snow Leopards. Donc, c'est une autre quête, ça, qui n'a pas rapport avec celle de Caravanier, mais qui était plutôt une quête qui faisait partie de l'ancien groupe Union soviétique, où les 5 plus hauts sommets de l'Empire soviétique étaient une quête pour les alpinistes et l'armée. Donc, les léopards des neiges. Donc, on retrouve plusieurs sommets comme le Pic Lénine, le Pic communiste, toutes sortes de noms comme ça sympathiques. Le Pic du peuple, au Béba. On a aussi le Khan Tengri, et puis j'en oublie un. Bref, le plus accessible de cette quête, c'est le Pic Lénine. Et puis, tout ça part de la ville de Osh. Donc, imaginez-vous, on fera un vol, ça nous amène souvent vers Istanbul, parce qu'il y a des liens historiques avec le Kyrgyzstan. En fait, ce sont des cultures turques ou turcophones ou indo-européennes, finalement. Et puis qu'on arrive à Osh, donc on est dans une ville importante de l'ouest du Kyrgyzstan. C'est pas la capitale, parce que la capitale, c'est Bishkek. Mais Osh, donc, on est, je sais pas, dans une ville d'environ 100 000 habitants. C'est un pays qui est musulman, mais qu'on appelle musulman chamaniste. Donc, c'est une espèce d'hybride, en fait,
de la religion musulmane, mais on va retrouver des mosquées, on va retrouver l'appel à la prière. Donc, ça va donner tout un univers encore plus exotique, certainement. Et puis à Hoche, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est son bazar, son marché historique, puisque Hoche fait partie ou faisait partie de la fameuse route de la soie qui relie l'Italie à la Chine, finalement. Et puis le bazar de Hoche est encore très actif aujourd'hui. On s'en servira pour aller faire des emplettes finales et puis juste aller explorer cet univers-là avant de se lancer par la route vers le massif du Pic Lénine. Donc, photo aussi historique, là, dans mon cas, ça date de 20 ans presque, mais une autre raison pourquoi je trouve que vraiment de voir cet immense massif dominer la steppe fait en sorte que pour moi, ça rentre dans la mosaïque des plus belles montagnes de la planète. Ça entend, plus belles. Ça nous convenait bien, hein, que ça soit des belles. Je vous ai dit pourquoi je les trouvais belles. Bref, ça c'est 2006. On voit pas le camp de base parce qu'on n'est pas encore rendu, mais quand on arrive, en fait, on arrive en camion 4x4 au camp de base. Il y a plusieurs camps de base. Selon il y a des agences, si vous voulez, réceptives là-bas là, qui t'offrent les services de base, transport des mules, hébergement dans les deux camps, puis soutien médical, etc. Donc, on a des tentes comme ça pour deux. Des petits lits sur des structures avec des couvertes. Tu mets la couverte sur toi, c'est comme à la maison. Tu as même une lampe de chevet pour lire le soir, c'est malade mental. Puis un genre de système de Wi-Fi qui marche à peu près. Quand même, tu sais. Un bloc sanitaire un peu éloigné, mais propre, clean. Et puis les odeurs restent là-bas. Se brosser les dents le soir avec notre petite lampe. On est vraiment bien. OK? Les repas sont servis dans des yourtes sur une grande table qui fait comme la circonférence. On mange des spécialités locales. On mange de la nourriture influencée par l'Occident, la Turquie. Bref, on est dans cette espèce de mélange culturel que moi je trouve très riche. Donc ces fameuses tentes repas. On a aussi accès à une autre partie de la culture, on va dire plutôt russe. C'est-à-dire le sauna pour tout ce qui est douche finalement. On parle moins de douche, mais plutôt de sauna pour l'hygiène. C'est chauffé, c'est aménagé, on a des horaires, qu'on prend des rendez-vous. Fait que c'est quand même cool d'avoir ça au camp de base. Au camp de base, on est à 3600 mètres environ d'altitude, donc c'est plus bas que les autres camps de base. Bon, en tout cas, celui de la Concagua, ça nous permet d'être juste bien, c'est gazonné, c'est très cool. On peut jouer à des jeux comme frisbee, soccer, etc. Mais ça reste que c'est un climat de montagne, c'est un climat qui est relativement sec et qui peut avoir des masses humides qui arrivent de l'ouest ou de l'est. Bref, ça fait en sorte qu'il y a des précipitations de neige des fois. Donc, on niaise avec des bonhommes de neige et le médecin du camp de base s'occupe de tout le monde, y compris de Monsieur Snowman ici. Donc, on est bien à ce camp de base-là. C'est vraiment parfait pour rayonner à partir de là et explorer la région pour s'acclimater, commencer à s'acclimater. Okay. Donc ça, c'est des marches qu'on peut faire pour aller visiter le village de Achiktash que je vous parlais précédemment, où il y a des populations de nomades qui sont là pendant l'été pour gérer les troupeaux. Donc, on peut interagir avec eux. Il y a toutes sortes de choses qui sont sympathiques à faire. Des fois, ils organisent des parties d'un sport national qu'on peut aller voir et autres. Puis, il y a un trek qui nous monte en altitude pour explorer encore une fois le massif, parce que c'est une immense chaîne de montagnes qu'on appelle le Pamir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait partie du Pamir, qui est un peu, si vous voulez, la fin de la chaîne himalayenne. Donc, dans le Pamir, plusieurs sommets de 7000, je n'ai parlé des 5 Snow Leopard, et aussi plusieurs sommets moindres de 5000, 6000. Donc, on va aller s'acclimater à ces bases de montagnes-là qu'on peut... on marche en fait directement du camp de base pour s'y rendre. On va monter à 4000, 4500 mètres, on s'acclimate tranquillement à partir du camp de base que vous voyez, je sais pas sur la photo, mais en bas à droite. Et là, par mon veston, je dévoile pour qui je l'organisais dans le passé. Voilà. Donc, c'est ça. Transport des bagages ensuite, parce qu'on est arrivé en 4x4. Hein. Donc, ensuite, on enchaîne avec les mules.
ou les chevaux, on va au camp de base avancé. Donc, on va l'appeler plutôt camp de base avancé. Certains vont l'appeler camp 1. Il est situé à peu près à 5200 mètres. Pas vrai, je dis n'importe quoi, je suis désolé. Il est situé à 4300 mètres, pardon. Parce que c'est le camp 2 qui est à 5200 mètres. On doit traverser des moraines, des glaciers, des rivières. Souvent, on a droit au transport privé pour traverser certaines rivières que sinon, ça serait presque pas possible. C'est toujours relatif, là, les conditions à chaque année. Et on arrive comme ça, même setup qu'on a pu voir plus bas, mais plus modeste, ou en tout cas relativement plus modeste pour le camp de base avancé, 4200, 4300 mètres, là, si mes souvenirs sont bons. Même genre de tente pour le camp de base. Ici, j'ai une tenue d'explorateur. Donc, on est quand même confortable. Puis, on a surtout une vue incroyable sur la montagne. Là. Je l'ai pas vraiment mis, mais en face de moi, ce que je regarde, c'est le pic Lénine là, qui est dans ma face. Là, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on va rentrer dans l'alpinisme. Donc, c'est un terrain qui est... Bon, qui peut... C'est un terrain au niveau technique qui est quand même accessible. La difficulté, c'est les crevasses. Donc, il y aura des passages de crevasses. Donc, il faut être absolument encordé quand on fait cette ascension-là. Donc, dans notre quête là, des 7 plus belles, eh ben, la marche encordée, on va l'avoir sur le Cotopaxi, on va l'avoir en Bolivie avec le Imani, on l'aura un peu sur le Méropic, puis on va l'avoir sur le pic Lénine. Donc, même qu'à certaines crevasses, selon les années, il peut y avoir des échelles de métal. Donc, je sais pas si vous avez vu les images du Khumbu à l'Everest, là, où les gens traversent des échelles, des crevasses sur des échelles. Ça sera pas des affaires de malade mental de 10 mètres de large, là. Mais des fois, ça peut faire un 2 mètres. Hein. Fait qu'il faut faire comme 3 pas sur une échelle. Et oui, avec des cordes fixes et tout et tout. Donc, le terrain du glacier, lui, il chemine, hein, il évolue à chaque année, donc on peut pas savoir comment ça va être. Il faut quand même s'attendre à ça comme pire scénario. Mais souvenez-vous qu'on a une journée préparatoire où on va se pratiquer à marcher sur des échelles pour garder l'équilibre avec des crampons et des grosses bottes. Sinon, c'est un terrain qui est quand même vraiment pas si pire au niveau de la pente. On parle peut-être d'inclinaison, je sais pas moi, de 25, 30, des fois ça peut peut-être culminer à 35% d'inclinaison sur des petites sections. Mais ça, c'est un bon exemple là, du type de terrain qu'on va avoir en direction du camp 2, qu'on voit sur l'éperon rocheux. À partir du camp 2, à 5200, à partir de là, on n'est plus sur un terrain ou très peu sur un terrain crevassé avec des dangers objectifs. On est sur une arête de roche qui est recouverte de neige. Fait que ça fait déjà que le niveau technique redescend. T'sais. On peut le voir, la perspective du camp 2 qu'on regarde vers le bas, cette immense pente du pic Lénine, qui est la pente qui mène vers le sommet, c'est celle qu'il faut le plus possible contourner, tant au niveau des crevasses que du risque potentiel des avalanches. Parce qu'il y a une grosse partie plate là, qui amortit les avalanches qui peuvent arriver dans cette saison-là. Mais ça fait que le trajet doit toujours considérer ça pour la sécurité. Donc le trajet, lui, il s'en fout un peu des crevasses, il veut pas être dans la pente des avalanches. T'sais. Fait qu'il s'en éloigne le plus possible. On le voit si vous avez des bons yeux tout en bas à gauche. Voilà. Donc c'est ça, c'est sur un terrain alpin finalement. T'sais. À partir du camp 2, ben là vous voyez que tout ça change un peu comme ambiance. Donc on va marcher dans un corridor très doux. On arrive sur la crête sommitale. Pas vrai, ouais, quasiment là, la crête. En fait, tout le reste après c'est une longue crête qu'on voit sur ce relief ici. Donc si on est au sommet d'une crête, forcément il n'y aura pas d'avalanche qui va nous tomber dessus parce qu'il n'y a pas plus haut. T'sais. On le voit ici un peu cette pente. Donc, ça, c'est la pente qui fait mal au mollet. Là, on arrive on est à 5900 mètres. On arrive au camp 3, dernier camp, qui se situe à peu près à 6100 mètres. Donc, je vous dis qu'on est bien heureux qu'on arrive là. On est par contre sur un immense dôme relativement exposé aux conditions. Donc, voilà. Quand je dis les conditions, c'est le vent, la poudrerie, la neige. Mais c'est souvent très creusé, là, les tentes. Là.
Fait que voilà, on est heureux. Et puis là, ce qui reste à faire, on le voit un peu derrière moi, c'est la crête. Donc, on continue sur la ligne roche-neige. On est vraiment à la frontière de ça, justement pour être sur un terrain sécuritaire. C'est une pente qui est pas si mal que ça. C'est juste que on va être en haut de 6000 mètres rendu là. Et le gros défi, c'est de relier le sommet du pic Lénine à 7134 mètres sur cette longue crête. Vous voyez, là, c'est vraiment la limite entre la roche puis la neige jusqu'en haut. Là, je vous pointerai bien avec mon doigt, là, mais ça marchera pas. Mais ce qui est le défi de ça, c'est pas le terrain technique, mais c'est plutôt la longueur de cette portion-là. Il n'y a pas de camp vraiment pratique ou praticable avant. Là. On peut pas faire vraiment de camp intermédiaire, même s'il y en aurait un peu un potentiel. Faut juste comme être patient puis pousser la machine jusqu'au top. J'ai pas mis de photo de sommet. Mais ça, vous pouvez le trouver sur les internets. Ça porte très bien son nom, le pic Lénine. Okay? Donc, ça aura lieu l'été 25 ou l'été 26. Je dis où parce que ça va dépendre de l'engouement, ça va dépendre. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait la Concagua et se demandaient qu'est-ce que je fais après. Pic Lénine, ça sera le but. Ça sera comme l'accomplissement ultime si on regarde juste le volet altitude puis amplitude de l'expédition. Ça sera ce qu'il y aura de plus engagé chez Caravanier. OK, donc selon la capacité des gens de faire ça, la volonté, les timings, ça va être 25 ou 26. Sachez que tout ça va être mis en ligne sous peu. Sinon, écrivez-moi un email perso que je vais vous mettre dans la section texte discuter pour que je vous envoie le document. Puisque j'allais juste sur une forme de document parce qu'on est en transition. Étienne. OK. J'ai un document, mais je ne l'ai pas mis sur le site parce qu'on est en transition de site internet, donc ça vaut pas la peine de mettre des nouveaux voyages sur l'ancien, puisque dans 3 semaines, on change. Quand on va le savoir, là, ça dépend, c'est à soir que ça se passe, si ça se passe en 25 ou 20, pas à soir, mais je veux dire, avec l'engouement de ce soir, les journées qui vont suivre, je vais voir la tendance. Fait que je vais décider assez rapidement si c'est 25 ou sinon je repousse 26. Voilà. Au niveau des prérequis, donc c'est une bonne question, ça. Je. Attention, bonne question. Je prends 2 secondes pour réfléchir. Euh, on n'est pas à cheval sur les prérequis. Par contre, on est à cheval sur l'expérience pertinente qui pourrait compenser. Donc, la Concagua a 188 mètres de différence avec le pic Lénine. Donc, c'est pas une obligation de faire la Concagua avant pour faire le pic Lénine. Réponse 1. Par contre, d'avoir connu une expédition ou un long trek en altitude, je vous dirais que ça, c'est un prérequis. Ça pourrait être des longs treks sans sommet, là. OK? Le Méropic, par exemple, que je vais parler bientôt. D'autres expériences, mais être en aptitude à vivre en expédition ou en itinérance sur le long terme, de vivre dans des conditions de camp de base ou de campement d'altitude, et d'être aussi très ouvert d'esprit par rapport à tout ce qui est changement d'itinéraire. Parce que là-dessus, là, sur ces expéditions-là, comme Concagua et Lénine, on dépend fondamentalement de la météo et des conditions d'acclimatation des participants. Donc, on doit constamment s'ajuster. Donc, si on est de type un peu très cartésien, qui est là, demain, je m'étais fait telle idée, là, si je change, je capote, du genre Rain Man, là. Oh, ben là, c'est peut-être pas le genre d'expédition pour vous. OK, il faut être capable de dire, OK, là, je me mindais pour ça. À 10 minutes avant de partir, on change le plan pour une meilleure solution. C'est ça. Avoir un sentiment d'entraide fort, être habitué d'être dans des conditions difficiles. T'sais. On a même accepté sur la Concagua des gens qui travaillent à l'extérieur toute leur vie, là, si vous voulez, des poseurs de ligne, là, qui n'avaient pas nécessairement d'expérience en haute altitude, mais qui avaient une très bonne expérience de randonneur, puis toujours habitués de jouer dehors. Fait que pour moi, ça, c'est d'autres critères. Donc, c'est du cas par cas. Donc, on demande des appels personnalisés pour juger de ça pour chacun. Hein? Je prends un petit détour pour expliquer ça, mais c'est fondamental de bien sélectionner son monde, puis c'est pour vous aussi d'être sur la bonne expédition. Là, j'enchaîne.
Donc, j'ai mis mon adresse. OK, je ne sais pas si les gens avaient des attentes particulières sur la Concagua, le Pic Lénine. Là, je vais enchaîner sur Mera Peak, Cotopaxi Cayambe en Équateur. C'est mon bloc de 2. Puis ensuite de ça, j'aurai les volcans mexicains, puis la Bolivie avec le Imani, puis le Huayna. Donc, si pour vous, c'était déjà dans votre tête ces 2 premières expéditions-là, je vous invite à m'écrire pour plus de questions ou pour recevoir mon super doc. Voilà. J'enchaîne. Donc, Mera Peak. Attention, je cherche mon piton. Super photo ici du Mera, de ses pentes accessibles et de la vue sur l'Everest incroyable qu'on a. Donc retenez ça, là, mais ça sera dans les derniers moments avant d'arriver au sommet, au bout d'un long trek. Le trek lui-même, j'ai piqué ça sur les internets, c'est une combinaison en fait entre le trajet vert, qui va nous passer par Ringmo, donc on est vraiment dans le pays Sherpa, là, ce que nous on appelle le pays Sherpa chez Caravanier. Donc la plupart de nos treks dans la région de l'Everest sont là. On se situe là, by the way, là, c'est à l'est du Népal, dans la région de l'Everest. On est au sud-est de la région de l'Everest exactement. Puis pour nous, bon, on a toujours le tronçon commun de passer dans le pays Sherpa pour se rendre, ou si vous voulez, le Sulu, là, la région exacte, donc où vivent la communauté et le peuple Sherpa. Donc on le traverse, on passe à travers les communautés des gens avec qui on collabore depuis tout début de Caravanier. Donc c'est le trajet vert. On va rejoindre le col de Pangum, puis ensuite on va enchaîner sur le trajet jaune. Okay? C'est un détour, mais le trajet jaune qui nous fait passer par les 5 lacs ou Panchpokari, c'est une superbe option d'acclimatation. Et puis surtout d'être hors sentier par rapport à cette montagne-là. Donc pour moi, c'est fondamental d'aller jouer là, de faire les variantes qu'on peut la voir. Tiens, Yves Vivard! OK. Si tu vois mon adresse fxblo@commercialcaravanier.com, lance-moi un petit coucou, j'ai la mémoire d'un poisson rouge aujourd'hui. Mais je vais le marquer sur un papier. OK. Merapic. Donc, je continue. Panchpokari. Puis là, après ça, il y a le tronçon commun, si vous voulez, à partir de Côté, Tangnang, Carré. Là, c'est le tronçon commun pour l'ascension finale. Puis après ça, on revient, on continue sur le trajet jaune, où on passe le col de Zatrois. Et puis, on se rend à Lucla. Donc, ça fait une espèce de grande boucle, si vous voulez. En image, tout ça, on est autour de Taksindu. Donc, Taksindu, c'est le tout début du trek. C'est la région où provient la plupart de notre staff, là, notre équipe locale. Taksindu, entre autres. On a Akang, Chimulu. Donc, tu sais, des petites communautés autour de Taksindu. Il y a un grand monastère. Donc, c'est vraiment important pour nous de passer par là, de mettre en contexte aussi toutes les initiatives que Caravani a pu faire au Népal dans le passé et d'assister par le fait même à une cérémonie pour nous mettre dans l'ambiance, donc une puja qu'on aura certainement l'honneur de vivre pour se mettre dans le contexte spirituel, si vous voulez, de ces montagnes. Porteur tout le long pour l'expédition. Et puis, on aura un cuisinier, puis un sirdar. Un sirdar, c'est un chef d'expédition népalais qui va gérer toute la caravane. Donc, service plus là, au niveau bouffe, on est la plupart du temps, ou 90% du temps, en campement. Et puis, quand il fait beau, on mange dehors. On regarde la journée se lever, on profite de la bonne bouffe, soir et matin. Donc, quand je dis la bonne bouffe, c'est la bouffe abondante. On n'a pas toujours la fine gastronomie, là, mais ben, quand même, c'est quand même important de soigner l'âme quand le physique est bien demandé. André Gagné, tiens. Excusez, je reçois des emails, pas des emails, mais des demandes, des adresses. Je vais noter ça, mais oubliez pas de m'écrire, hein. C'est toujours plus safe de m'écrire. Je vais juste noter les adresses email pendant que je fais une petite pause Mera, puis que je vous laisse computer l'information. J'enchaîne. Donc, je parlais de bonne bouffe, oui, ou de bouffe abondante, parfait. Savoir que le Mera aussi, parce qu'on part de 2700 mètres, on monte tranquillement Pangomla, on va être à 3100 mètres environ. On redescend dans la vallée, on traverse les ponts, les rivières, puis on remonte à Panchpokari à 4200. 4500 des petits traits d'acclimatation, on redescend vers côté à 3006, donc on est vraiment, on ondule comme ça.
dans des terrains comme ça. Parce qu'en fait, l'Himalaya, là, on la coupe de ouest en est. Fait que c'est pas toujours valley-wise. Faut passer des petits cols, descendre, remonter, etc. pour se rendre au pied du Mera. Donc, c'est demandant à ce niveau-là, mais c'est super payant au niveau de l'acclimatation dans la perspective du climb high, sleep low. Donc, pour ça, c'est un plus. La petite bourgade de Panchpokari, les lacs sacrés autour, on va les explorer. On passe par des forêts de rhododendrons aussi, c'est sublime. Puis là, on arrive à un moment donné à côté. Puis là, à côté, on va voir notre première vue sur le mont Mera. Ça sera sa face sud qui est vraiment verticale de cet angle-là. Et puis au fur et à mesure qu'on progresse, en passant par Tang Nang, on va voir sa face ouest. Et là, la montagne, on va commencer à la démystifier. Mais en regardant ça de ces perspectives-là, c'est un peu angoissant parce qu'on se dit, mais voyons donc, c'est pas par là qu'on va grimper. Il faut savoir que du côté nord, c'est une pente pas mal plus accessible qui s'offre à nous. J'ai pas de photo de cette pente-là, mais c'est pas grave. Le dernier camp, donc, sera celui-ci, le High Camp du Mont Mera à 5850. On est déjà là, une fois qu'on est rendu là, ça va faire déjà 12 jours ou presque, là, qu'on va être 12 ou 13 jours, qu'on va être en grande randonnée. Hein. Vous savez, c'est un grand trek avec sommet, là, la formule du Mera Peak. Donc, l'acclimatation sera faite. Le high camp, c'est un camp un petit peu restreint, je vous dirais, en espace là, et en confort. Ce sont des tentes qui sont montés là de manière stédée pour chaque saison. Mais ça reste que des fois, les fonds de neige sont tout croches, les matelas un peu. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est une mainmise qu'il y a sur ce camp-là. On peut pas vraiment faire autrement. Fait que ce sera une petite nuit à passer, mais une nuit sublime pour son contexte quand même. Et là, on vous réveille aux petites heures du matin, certainement autour de minuit. Déjeuner, gros thé, barre d'énergie dans la veste. Hop, on part autour d'une heure et demie, 2 heures du matin pour monter les pentes les plus pentues. Ça va être autour de 30 degrés, 30-35 des fois, sur un terrain très safe, là, le Mera Peak. Très peu de crevasses, très peu de dangers objectifs. Et puis, au lever du soleil, on aura commencé à arriver dans ces pentes plus douces qui nous amènent vers le sommet. Et là, se dévoilera l'Everest de manière incroyable avec le Lhotse, le Choyu, le Makalu plus loin. Toutes les 8000 qu'on retrouve dans l'est du Népal. On les a revus dans les journées précédentes aussi, dans la montée au High Camp. C'est sûr. Mais ça reste que dans cette poussée sommitale-là, c'est là que ça va se dévoiler à son mieux. Et puis voilà, on arrive au sommet. Petit sommet quand même, là, faut pas faire un faux pas à gauche, à droite. On est encore encordé tout le long là, de cette partie technique. On permet aux gens là, de se détacher un petit peu. Mais tu sais, ça reste que ton piolet, tiens-le pas loin. Et puis voilà, prends un moment pour toi pour contempler la vue à 6476 mètres d'altitude sur le sommet du Mera pour regarder les plus beaux sommets. Ben, les plus beaux, je peux pas dire ça parce que le Mera, c'est un des plus beaux. Mais les autres plus beaux, ou les autres belles montagnes, disons, qu'il y a tout autour. Fait que vraiment, meilleure vue sur l'Everest selon mon expérience personnelle. Moment contemplatif, zen aussi. On passe environ, des fois c'est subtilement, on passe quasiment 45 minutes, 1 heure au sommet. Alors voici ma dernière édition personnelle en 2022. Il y a eu 2023 avec Pascal, la rente. Et puis la prochaine, ce sera ça sera en 2025. Ça, c'est une photo pour me rappeler qu'il y a un col encore à passer. C'est-à-dire que quand on revient de la montagne, on descend à Carré, 4900, on a une bonne bouffe, on mange dans le petit lodge. Après ça, on redescend, mais il faut quand même redescendre à 3400 mètres pour remonter un col, le col de Zatroie, ou Zatroala, à 4600 mètres. Fait que c'est pas victoire tout de suite, là, suite au retour du sommet. OK? Mais c'est absolument nécessaire. Sinon, on s'en va en hélicoptère puis ça coûte 1000 $ par personne de plus. T'sais. Fait que vivons l'expérience jusqu'au bout, vivons le décrescendo émotionnel. Col de Zatroie avant de redescendre à Lukla à 2700 mètres. Donc, les voyages au Népal, hein, ça, vous pouvez regarder nos autres conférences du voyage au Népal, mais on a tout un volet culturel aussi dans la vallée de à Katmandou, à Bhaktapur, les temples, les 2 grandes religions. Vraiment, on pousse aussi beaucoup ce volet-là. Ça reste aussi, juste faire le Mera en soi, c'est un très beau trek au Népal. Puis comme vous avez vu, on a une très belle vue sur l'Everest, donc plus besoin d'aller jusqu'au camp de base.
Donc, c'est un beau 2 dans 1 dans le cas du Méropeak. Prochain départ, pas mal de monde intéressé en ce moment parce qu'on n'a pas fait d'édition en 24, donc ça sera pour le 4 octobre 2025. OK. Là, il est 20h07. Il me reste une quinzaine de minutes parce que je vais passer quand même un peu moins de temps sur les prochains. Pas parce qu'ils sont pas belles, pas parce qu'ils sont pas importantes, c'est juste parce que la soirée avance. Puis parce qu'on en a déjà parlé dans le passé de ces montagnes-là. Ils font partie de l'offre en Équateur et Bolivie aussi, que vous verrez un peu plus tard. Donc, Équateur. Donc, on fait 2 sommets. Grand classique chez Caravani, là. Ça fait des années qu'on fait ça. On l'a juste revisité un petit peu. On le remet sur la carte. Donc, l'Équateur, superbe pays d'Amérique du Sud, situé sur la ligne de l'Équateur. Plusieurs périodes d'ascension possibles en fonction de la belle météo. On a visé octobre cette année, on pourrait être au début novembre aussi, on pourrait être en janvier, février, comme on pourrait être au cœur de l'été. Ça donnait juste qu'avec notre équipe sur place, donc Ivan Suarez, que peut-être certains connaissent, eh bien, ça se passait en octobre pour l'année 2025. Donc, c'est une équipe avec qui on travaille depuis des années. Ivan a fait tous nos voyages, que ce soit les voyages plutôt culturels, mi-jungle, mi-montagne, que les expéditions, c'est avec lui, ou du moins au niveau de la base, puis avec des guides certifiés équatoriens pour faire les sommets. Parce que ça demande une certification dans ces parcs-là, très rigoureuse. Donc, ça se fera dans ce contexte-là. L'équateur, si on a une couleur à lui donner, je vous dirais que c'est vert, vert par l'abondance des coups de l'humidité, l'abondance de l'eau. Euh, On est en train, c'est l'avenue des volcans qu'on a, parce qu'on a un voyage qui s'appelle aussi l'avenue des volcans. C'est parce qu'on va faire des randonnées sur les volcans. Et cette avenue-là, ou cet axe-là, il est vraiment situé au centre du pays. À l'ouest, on a le massif froid du Pacifique. À l'est, on a le massif chaud ou la masse chaude de l'Amazonie. Puis au milieu, l'avenue des volcans. Fait qu'une masse humide chaude, masse humide froide, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du temps grisouillant, grisonnant, comme moi-même. Donc, c'est du temps pluvieux. Donc, en fait, les périodes que je vous ai dit juste avant, c'est les périodes les plus secs, statistiquement. Donc, c'est pour ça qu'on les favorise. Mais ça reste que, bon, c'est ça qui explique le pourquoi que c'est aussi verdoyant. Euh, oui, on me demande de répéter mon adresse courriel. Vous pouvez la voir dans la zone chat. Sinon, je vais saisir ça ici. Ma version simplifiée, c'est fxcaravanier, caravanier prend un s.com. Ou la version complète, fxblue à commercial caravanier.com. Sinon, vous allez voir sur une de ces destinations. Allez voir sur la page de la Concagua, sur le site, vous allez voir mes coordonnées en bas. Voilà, je continue sur la verdoyance. Donc, c'est ça. Et aussi, un autre écosystème très particulier qu'on retrouve à cette latitude du monde, c'est le paramo. Le paramo, c'est cette espèce d'herbage abondant, de steppe alpine ou de steppe andine, disons-le, autour de 3500 mètres. Donc, le paramo, c'est ça. C'est marcher dans l'herbe sans trop de sentiers définis. C'est très typique là, de bien des endroits de l'avenue des volcans. Une des particularités qu'on a, comme le volcan mexicain, le voyage au Mexique et puis un peu la Bolivie, c'est qu'on va beaucoup alterner entre des immersions culturelles ou des immersions chez les gens. Donc un volet culturel important, puis qui va permettre de ensuite se poser, se reposer et de se lancer sur des sommets ensuite. Donc c'est ce que moi j'appelle mes voyages en étoile. Okay, donc on est basé sur un camp de base, on rayonne. D'autres pourraient voir des fleurs. Moi, je vois des étoiles. OK? Mais bon, ça reste un concept dans la tête. Comme les 7 plus belles montagnes aussi, c'est un concept dans la tête. OK? San Clemente, ça sera donc une camp de base avec notre ami Manuel. Donc, il va nous expliquer un peu rites, coutumes, mœurs de la culture quichua, donc qui est un dérivé des Quechua de l'Empire Inca. Exploration culinaire aussi avec la nourriture traditionnelle des gens de la communauté. Donc, les membres du groupe, finalement, vous allez être
en immersion chez les gens, habiter chez l'habitant, et vous allez avoir ce lieu de réunion quotidien, qui est la maison de Manuel, son terrain pour le partage des repas, puis la vie ensemble. Et ça servira là, de camp de base pour tout ce qui est le massif autour de l'Imbabura. Donc, on est situé un petit peu au nord de Otavalo, parce que Otavalo, finalement, ça va être la ville pas mal centrale de ce voyage-là. Donc, on est dans le nord du pays. L'Imbabura, c'est un sommet de 4680 mètres ou quelque chose du genre. Donc, on en fera la randonnée et potentiellement l'ascension. Ça fait partie des ascensions d'acclimatation en vue du KMB puis du Cotopaxi. La finale de l'Imbabura est assez vertigineuse. Ça prend l'utilisation des mains. Donc, ça sera aussi relatif à chacun là, de décider si vous arrêtez un petit peu plus bas ou si vous continuez. Le but, encore une fois, c'est pas tant d'accumuler des sommets, c'est de s'acclimater puis d'explorer différents types de terrains. Après l'effort, toujours le réconfort. Donc, source thermale de Papayacta qui se situe entre justement Otavalo puis le camp de base ou si vous voulez la montagne du KMB qui est le prochain projet. Donc, on s'arrête là, on profite des bonnes choses, la détente thermale, pour ensuite se lancer vers le KMB. KMB, c'est une montagne de presque 5800 mètres, très beau sommet, très esthétique. Ce qui est plus beau que le Cotopaxi, peut-être pas tant parce que c'est pas un compte parfait, mais je trouve que sa situation géographique le rend très imposant. Il détonne là, dans le paysage, on le voit de loin. Et puis, pour faire l'ascension, finalement, on va se rendre en camion 4x4 au refuge, un refuge quand même confortable, chauffé avec des petites chambres dortoirs, etc. Et ça sera le camp de base pour faire l'ascension du KMB. Donc, c'est une montagne qui est pas très technique, malgré qu'il faut pas oublier que en Équateur, là, à cause du climat, à cause du réchauffement, à cause de l'humidité, à cause récemment voilà, c'est plus trop d'actualité, mais les éruptions volcaniques qu'il y a eu sur le Cotopaxi dans le passé, ça a beaucoup cassé le terrain, donc ça fait en sorte que c'est crevassé. Faible chance d'avalanche parce qu'il n'y a pas une grande pente pour ça, mais ça reste que c'est crevassé. Ça, faut être honnête avec ça. Au point même que des fois, on parle plus de crevasses immenses qu'on va côtoyer. Donc, c'est quand même imposant. OK, mais encore une fois, c'est un terrain où l'angle est accessible. Donc, on parle peut-être de 25 degrés en moyenne. Peut-être 30 sur certaines sections. Mais c'est pas... On parle pas de chute là, dans le vide. Là. C'est vraiment peut-être des petites glissades, mais on est encordé. Puis le ratio d'encadrement avec les guides certifiés sur place, c'est 1 pour 2. Donc, 2 randonneurs, 2 grimpeurs pour un guide local. Donc, ça permet un encadrement très assidu, très sécuritaire. Voilà. Donc, pour vous donner une idée, on n'a pas le droit de se comparer à ça, mais cette ascension-là, on l'a faite avec des gens du collège Sainte-Anne à la Chine. Donc, des gens du secondaire 4 et 5. On les avait bien préparés en amont, mais il y a des parents qui nous ont fait confiance pour faire ça. Donc, pour vous dire, c'est quand même un sommet accessible si on est bien préparé. C'est surtout aussi un très bon terrain pour l'initiation à l'alpinisme, peut-être dans le but de faire le Pic Lénine ou d'autres gros projets. KMB combiné avec le Cotopaxi, je le réfère ou je le recommande à tous. Petite pause culturelle encore. À chaque fois qu'on fait un sommet, on se replonge en ville. Quito, on va voir le centre historique de la ville. C'est une ville immense. On n'aura pas le temps de tout découvrir. Mais donc, on va explorer. Et puis, on va passer par la ligne de l'Équateur, faire le test là-bas de toilette, etc. Puis, on se dirige vers le Cotopaxi. Voilà. Donc, j'ai une question. Juste, je fais une mini parenthèse. Daniel Cormier. Donc, écrivez-moi à mon adresse. Je sais pas si vous l'avez vu là. Je vais pouvoir répondre à votre question précise. Donc c'est ça. Cotopaxi. Donc, point final culminant de. Tu sais, quand on dit les 7 plus belles, là, c'est pas tout à fait vrai parce que là, il y en a 2 en Équateur. Mais certainement, le Cotopaxi a fasciné dans le temps beaucoup de gens par son compte parfait, par sa position géographique où un tel sommet enneigé
plus ou moins peu probable. Encore une fois, on révolutionne pas le monde en allant au Cotopaxi, mais c'est juste pour toute l'histoire de ça, l'histoire aussi à l'interne chez Caravanier, puis sa beauté quand même esthétique, c'est quand même une superbe montagne à faire une fois dans sa vie. Puis encore une fois, parce que c'est un cheminement technique, hein, parce que c'est accessible. Donc, je le suggère vraiment à tout le monde dans cette quête-là. Là, je vous dirais l'enchaînement, en fait, on fait le Fouya-Fouya à 4300 mètres. On enchaîne l'Imbabura un petit peu plus tard à 4700 presque, le Kayambe, puis là, le Cotopaxi. Tout ça entremêlé d'exploration, d'immersion culturelle. J'enchaîne. Donc, aussi un petit peu de touche de confort quand même là-dedans, quand c'est là. Le refuge du Tambo-Paxi, c'est la face sud. C'est quand même merveilleux, là. On a un super refuge, super confortable, juste à côté, 3900 mètres. Ça nous permet de se positionner après ça facilement sur la montagne, sans trop limiter le confort. Puis le dodo aussi, parce que ces ascensions là en Amérique du Sud, là, à part la Concagua, là, sur les volcans mexicains, puis en Bolivie, puis en Équateur, on doit partir aux alentours de minuit, 1 heure du matin. Fait qu'imaginez se lever un peu avant, là. Fait que finalement, ta nuit est pas si longue que ça, là. En fait, je sais même pas si on peut parler de nuit plutôt qu'une soirée de sommeil. Donc, sachant tout ça, vaut mieux maximiser le confort avant les pushs semi-tôt. Voilà. Terrain donc crevassé aussi dans le cas du KMB. Pente un petit peu plus soutenue, mais encore, ça va. On reste quand même dans l'univers assez débutant. Je parle bien de l'univers de l'alpinisme, pas des voyages de trek. Mais bon, ça reste quand même ratio d'encadrement, un guide local pour 2 grimpeurs. C'est super serré. Et puis voilà ce qui nous attend au sommet. C'est ce super cône volcanique merveilleux pour ensuite de ça redescendre. Et puis il faut savoir quand même, malgré les éditions, on aura réussi des sommets, on n'aura pas réussi des sommets, peu importe. Okay, c'est l'expérience qui compte aussi, puis il y aura un grand cheminement fait là, c'est certain, parce que là, on va quand même goûter à 2 ascensions techniques, 4 ascensions en tout, donc c'est quand même un voyage très complet dans l'univers de l'alpinisme. Prochain départ, 11 octobre 2025. Déjà de l'engouement pour cette date-là. Donc, vous voyez, on a déjà pas mal pelleté les départs vers la fin de l'année 25. C'est là que ça va se passer, mais on vous laisser le plus de temps possible pour pouvoir avoir le plus de monde possible, là, puis faire en sorte que ça va se réaliser. Je prends vos questions. Ce coteau, j'enchaîne avec mes 2 derniers. Merci de votre attention. Je sais qu'il y a encore pas mal de monde de présent. Il y aura une version enregistrée de tout ça, là. C'est pour ça que je me force à bien toutes les faire. J'enchaîne donc avec les volcans mexicains et les pueblos mágicos, donc les villages magiques. C'est traduction un peu. C'est les villages magiques dans le sens villages qui ont des particularités esthétiques ou énergétiques au niveau spirituel. Donc, ça se passe au Mexique. Donc, si on regarde autour de la région de Mexico, on a en fait, on a une activité volcanique dans le passé qui a eu lieu et qui a créé plusieurs volcans. Il y en a quelques-uns connus là-dedans. Pico de Orizaba, on a la Malinche, on a le Popocatépetl, on a l'Iztaccíhuatl. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Donc, on va en faire 2 de ces sommets-là. Mais tout d'abord, on arrive à Mexico. Presque une des plus grandes villes du monde. Mexico, c'est plein de choses à voir. C'est une ville quand même fascinante. Fascinante. On va y passer un peu de temps. Faut comprendre que ce voyage-là, Marc Gaulin, je vais répondre à votre question tout de suite après. Faut savoir que ce voyage-là a été créé par moi et Mariana Ledesma. Donc, Mariana, elle est d'origine de Mexico. Ses parents habitent là. Elle a passé une partie de sa vie là. Puis aussi, les Pueblos Mágicos, c'est aussi une partie de sa vie parce que quand elle était adolescente, elle se baladait dans ces villages-là parce qu'il y avait des bonnes ambiances, un peu comme ici où j'habite à Val-David, ou à Sutton, ou en Estrie, ou à Kamouraska. Tu sais, c'est des villages qui ont un certain charme.
Hein. Bon, après ça, on pourra en débattre, là. Mais donc, c'est une partie d'elle. Puis moi aussi, du côté perso, parce que j'avais fait les ascensions du sommet. Donc, il y a ce lien-là, finalement, de fusion. Puis on voulait aussi créer un voyage à l'image de celui de l'Équateur qui fusionne très bien expérience culturelle que Ascension du sommet. Puis l'expérience culturelle sert en fait de prétexte aussi à des pauses de repos pour ensuite faire les montées. Puis parce que ça fait partie du concept étoile où on se met en camp de base, puis on fait nos ascensions, puis on se déplace, puis on rebouge. Voilà, voilà. Avant d'aller plus loin, donc nos groupes, en fait, le nombre de maximum par groupe. À la base, les voyages sont entre 6 et 5, 6 à 12. Les expés de montagne, c'est plus limitatif. Donc, dans certains cas, ça arrête à 8, d'autres à 10, d'autres à 12. La Concagua, on y va jusqu'à 12 parce qu'on a un ratio assez intéressant. Les sommets volcans, ben, la plupart des autres sommets, je dirais que la limitation va être peut-être au niveau du pic Lénine, certainement à 8, parce que de toute manière, je pense pas que j'aille plus de monde que ça. Puis il faut quand même avoir une certaine mobilité là, au niveau des, des infrastructures. Le pic Lénine, c'est un petit peu plus limitatif. Donc oui, ça sera 8, mais pour les autres, ça pourrait aller jusqu'à 12. Par contre, il faut savoir que c'est très rare, ça monte à 12. Mais là, un certain Yves Huard va peut-être me dire que sur, sur les volcans mexicains, on est allé à 13, là, parce qu'on a rajouté un duo. Des fois, on fait ça. C'est bon, c'est peut-être un petit peu limitatif au niveau du transport, mais bon. Des fois, c'est difficile de dire non à tous les bons candidats, là. Mais en majorité des cas, c'est une moyenne, je vous dirais, entre 8 et 10 pour un top officiel à 12. Donc, hey, salut, au plaisir. Salut André. Donc, musée de Frida Kahlo, ça sera des expériences culturelles qu'on fera à Mexico. Dans le quartier qui nous intéresse, nous autres là-bas, c'est Coyoacán. Donc, quartier vraiment particulier de Mexico parce qu'on ne peut pas tout découvrir Mexico. Donc, à partir de Mexico, on quitte et puis on va faire le même processus d'acclimatation que l'Équateur. D'abord, un sommet intéressant autour de 3700 mètres qui se fait pas loin de Mexico, qui va nous permettre d'avoir une vue sur la ville au loin. À la fin, on utilise un petit peu les mains, c'est pour ça que ça nous prend le casque, mais ça reste quand même très accessible. Belle croix au sommet, beau sommet. On commence l'acclimatation. 3700. On redescend. Tepoztlán, donc un des premiers villages magique ou Pueblo Mágico, qu'on va avoir ambiance incroyable le matin avec cette chaleur, comment on appelle ça? Hein? Le nuage le matin, là, tout le monde, vous savez ce que je veux dire. Donc c'est ça, ça se lève, la ville s'anime, et puis là, on va avoir des sites à visiter. Des sites qui sont des sites aztèques ou précolombiens, si vous voulez, mais qui sont là parce que c'était des lieux qui déjà attiraient au niveau spirituel, au niveau énergétique, c'est-à-dire au niveau énergétique par rapport à la Terre, le lien direct avec la Terre. Puis ça, c'est resté après ça dans les cultures, ça s'est transformé un peu dans la culture hippie des années 70, puis maintenant aussi dans le néo-hippie zen, tu sais, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça reste là, donc vraiment une ambiance décontractée de ces villages-là, superbes couleurs, des ruelles fascinantes là au niveau de l'architecture, du style colonial, de l'histoire quand même, qui est un mélange entre colonial espagnol puis aussi précolombien avec ses anciennes cités. Donc on baigne là-dedans, c'est superbe. Donc ça c'est le côté, si vous voulez, magique des villages avant de se lancer ou de se relancer sur les sommets. On renchaîne avec et là j'ai un blanc, là, je suis désolé. Un volcan, oui, un volcan. Oui, le Tepulco, ça va me revenir. Je suis désolé, j'en dis trop aujourd'hui. Bref, c'est je suis con. En tout cas, c'est un sommet qui culmine à presque 4800, 4900 mètres. C'est un super volcan qui se trouve Temulco. Non, je dis n'importe quoi. Je vais vous l'écrire dans le chat. Sinon, allez voir sur notre site. Coudon, je l'ai fait en plus. Ok, je me reconcentre. Bref, c'est un volcan qui demande un trek d'abord,
qui va nous amener sur une caldeira. Encore là, ça va. Et il va se terminer par une ascension scrambling. On est avec des guides mexicains, même ratio que sur que sur le que l'équateur, pour finir sur une voie vraiment un peu plus technique avec une corde fixe. Donc ça, c'est optionnel, cette partie finale-là, mais on le conseille à tout le monde. En 2022, tout le monde l'a essayé sur les 13 fameux qu'on était. Il y a du monde qui se disait, mais voyons donc, je vais jamais faire ça de ma vie, pour finalement se rendre compte que c'est pas si pire, ça a donné des sensations fortes, mais c'est la façon, l'unique façon de faire le vrai sommet de cette montagne dont je vous ai pas dit le nom encore. Donc, attends, je vais aller voir dans les commentaires. Toluca, c'est ça. Merci Annick et Eric. Donc, hein? Poisson rouge à soir. C'est le Toluca, hein? J'ai besoin oui, oui, c'est ça. Toluca. J'ai goût de googler pendant que je parle, mais je suis un garçon, donc je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Bref, je continue. L'ascension finale, tu sais, en tout cas, rendu là, on y réfléchira, mais je le conseille à tous de pousser ses limites. Ça a déstabilisé une coupe, mais ça reste dans les mémoires. On redescend, puis on continue notre chemin vers un autre Pueblo Magico pour ensuite se rendre dans les environs de l'Iztaccíhuatl. Pour des raisons d'expérience de la première édition de 2022, dont j'ai mis une photo ici. Fait qu'Éric, tu peux te reconnaître, et Vuard aussi. Donc, bravo les garçons d'avoir poussé aussi fort pour se rendre jusqu'au sommet de l'Iztaccíhuatl. Mais avec le recul, je considère que c'est quand même une montagne qui est très demandante. Oui, plein de raisons pourquoi ça a été demandant. Même avec un petit peu plus de temps entre les deux, on considère que c'est un peu too much. Donc, pour l'édition 26, la prochaine édition, on va le retirer. L'Iztaccíhuatl. Il y a aussi que le camp de base, c'est pas vraiment l'expérience que je voulais faire vivre à notre gang. Donc, je vois des sourires. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, je ris aussi. Moi, me faire poussiérer la face avec le sable noir du camp de base, ça me tente plus ou moins. Puis d'être avec les Mexicains qui parlent jusqu'à 3 heures du mat, ça me tente plus ou moins. Ça reste une belle montagne. Je pense que de juste y passer, c'est cool, mais on va se diriger directement vers El Pico. Donc le Pico de Orizaba, qui est je considère notre plus belle, dans nos plus belles montagnes, parce que c'est un immense et beau volcan qu'on retrouve au Mexique. C'est quand même pas trop loin de chez nous. Et puis, ça se trouve à être le plus haut sommet d'Amérique centrale. Donc, faut quand même pas bouder cela. Donc, on a un accès à un camp de base en 4x4. On monte notre camp de base, mais en mode camping. Cuisine dans les refuges. Donc, on a accès à tout parce qu'on peut quand même garder de la nourriture fraîche. Donc, on cuisine au max en termes de qualité là-bas pour bien s'alimenter. On a l'aide de certains participants. Il y en a qui participent vraiment, il y en a qui regardent ça de loin. C'est pas Charles. Petit clin d'œil humoristique. On mange sur place, puis ensuite, ben, c'est départ, encore une fois, très tôt là, ou tard, là, selon les perspectives. Donc, on part dans la nuit, finalement, pour pousser vers le sommet du Mexique, qui est à 5610 mètres d'altitude. On est en cordée serrée. OK, c'est des cordées de 3 grimpeurs. Là, ça, c'est notre guide à l'époque qui reliait deux groupes sans être encordés, mais quand même, faut pas négliger ça. C'est un terrain qui est pas crevassé parce que c'est un glacier mourant. C'est le glacier du Jalapa, mais ça reste que c'est une masse de névé permanente, donc c'est croûté, enneigé, etc. Donc, faut pas du tout prendre ça à la légère. Et puis, ça nous donne une vue incroyable quand on arrive en haut, là. Ça, c'était l'arrivée de Muriel, très émotive. Et puis, l'arrivée aussi d'Annick et Eric, tiens, au loin, qui était aussi très émotif. Fait qu'un gros moment fort, je trouve, ce volcan-là, puis ce voyage-là, globalement. Donc, voilà, on redescend tranquillement. Vous voyez un peu la pente, là, quand il fait clair. C'est quand même pas si mal que ça, mais il faut pas la négliger vers la fin. C'est quand même pentu. Puis on remet ça dans l'ambiance après ça au retour. C'est pas chronologique, mais la piñata et différents éléments culturels du Mexique feront partie de ce voyage. Question de se défouler. Et puis un petit regard aussi historique avec la cité de Teotihuacan
immense cité, en fait, une cité aztèque qui est à côté de Mexico, qui avait jusqu'à 200 000 habitants là, au 15e siècle, donc quand même vraiment impressionnant. Et ça finira, en fait, ça servira de conclusion à ce voyage. Prochain départ, on l'a poussé en avril 26, donc on veut pas trop condenser là, dans la quête des Seven Summits, les Seven plus beaux summits de Caravanier. J'ai tendance à confondre les ah, merci, Nevado de Toluca. Merci, c'est ça son petit nom. Donc, c'est ça. Donc, on pousse en avril parce qu'on va être sûr, encore une fois, de ne pas rater notre coup. Puis, puisqu'on a déjà 2 ascensions en octobre 2025, on ne voulait pas tout que ça se passe en même temps. Je finis, messieurs, dames, je finis avec Bolivie, Imani et Huayna Potosi. Donc, lui, il a existé dans le passé chez Caravani pendant des années. On appelait ça notre camp formation haute montagne, 3 fois 6000. Donc, Caravani faisait 3 ascensions de 6000 avec un camp de formation d'alpinistes, etc. On parle des années 2000. Ça a peut-être eu lieu jusqu'au début des années 2010. Puis après ça, c'est comme parti dans la brume, puis on est plus allé sur notre trek classique qu'on appelle aujourd'hui l'Apollo Bamba. Faut savoir qu'en Bolivie, on travaille avec 2 guides, en fait, qui sont père-fils, qui sont des guides UIGAM, donc des guides qui sont toutes les certifications internationales pour guider en haute montagne. De son prénom Javier. Et puis, on serait vraiment con de se passer de leur expertise en haute montagne pour mettre la Bolivie de côté, tu sais, puis penser à autrement ailleurs. Donc, est-ce que c'est vraiment une des plus belles montagnes? Oui, mais c'est aussi une très belle équipe qu'on a sur place. Donc, ça aussi, c'était très fort. Même chose pour l'équipe du Mexique puis l'équipe d'Équateur. Il y a ça aussi qui fait partie de la donne dans notre choix des destinations. C'est qu'on a 100% confiance en notre équipe locale. Le Imani, pourquoi? Mais Imani, Colin, quand tu arrives à La Paz, en Bolivie, il domine la ville. Il est là, il est là. Puis parce qu'il est là, on dirait que tu as le goût d'y aller. Tu sais, des fois, c'est aussi simple que ça. J'ai eu l'occasion, moi, en 2004, ça remonte pas à très loin, de faire plusieurs ascensions de sommet en Bolivie. Puis le Imani, il faisait pas partie. Pour X raison, on l'a pas fait. Alors, on est allé plus dans la cordillère réelle, mais il est là, puis il est accessible. 6432 mètres à peu près. Donc, pour s'y rendre, pour faire l'ascension qui sera à la fin du voyage, on va d'abord s'acclimater et explorer le pays comme on le fait dans la même formule que l'Équateur puis le Mexique, c'est-à-dire avec des camps de base où on fait des étoiles. Et le premier camp de base, ça sera La Paz. La Paz, c'est la capitale du pays. L'altitude moyenne est située en 3600 sur le bord de l'altiplano à 3200 au centre de la ville. Donc, on est déjà en haute altitude, ça peut se comparer à Cusco au Pérou. Sachez aussi qu'on atterrit à cet aéroport-là à 4100 mètres d'altitude, donc c'est un des plus gros chocs qu'on peut avoir si on arrive en avion dans une destination montagne. Donc on passe du temps à La Paz, on explore la ville, puis tranquillement après ça on va rayonner dans les alentours. Les ruines de Tiwanaku, ça c'est un autre must, tu sais, cité post-Inca, pas post-Inca, pré-Inca, importante qu'on va découvrir. On a aussi un trek dans les environs du lac Titicaca. Donc, c'est un autre incontournable. Donc, j'ai une blague de lac Titicaca, mais je la garde pour moi. Donc, donc on est à peu près quelques heures de La Paz, pas très loin, à la frontière du Pérou. On est à 3800 mètres, puis les treks qu'on va faire vont dépasser les 4000, donc acclimatation progressive. Et premier de la séquence des sommets, je le mets là, ça se peut que je change d'idée d'ici là. Ça reste comme c'est une montagne assez fréquentée. Mais c'est une montagne qui m'a marqué beaucoup, moi, dans mon histoire personnelle. Et des fois, tu sais, chez Caravanier, ça a beaucoup été ça. Ceux qui conçoivent les voyages mettent un peu de leur histoire personnelle là-dedans. Ça a été le cas de bien, bien, bien des gens chez Caravanier dans le passé. Eh bien, le Huayna Potosi, ça a été le premier sommet de 6000 mètres que j'ai fait technique. Puis ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ça m'a donné confiance à aller plus loin. Puis ça fait 20 ans de ça. C'était en octobre. Avec Colin, c'était en octobre 2004. Puis voilà. Donc, parce que j'ai fait ça, ça m'a donné confiance à aller plus loin, plus haut, plus technique. Je dis pas que c'est ça l'esprit fondamental de la quête qu'on présente à soir. Mais pour ceux et celles qui aspirent à ça, quand même sympathique cette montagne. Donc, c'est une montagne qui se fait en 2 étapes. On a un refuge
/ camp de base à 5130 mètres. Et puis, donc, on s'y rend. En fait, on doit d'abord y aller en 4x4. On a une montée vers le refuge par des moraines latérales. Donc, c'est des moraines de roche. On arrive au campement. Au campement, on est aux abords du glacier. Nuitée là, vue incroyable sur La Paz au loin. On est à l'entrée de la cordillère réale. Puis après ça, pousser vers le sommet. Montée assez, ouais, quand même gentil en termes de type de terrain, comme vous voyez ici. Là, on le voit, le refuge, là, ou le camp de base. C'est quand même facile au début. Ça se complexifie plus on va avancer, mais ça reste quand même toujours très aérien. Quand je dis ça se complexifie, c'est parce qu'il va y avoir encore une fois cette série de crevasses qui va arriver vers la portion finale. Puis j'ai pas mis les photos de l'ascension finale parce que je veux pas tout vous dévoiler, mais vous allez voir ça sur Internet. Il y a une bonne pente finale, la rimaille, cette cassure dans l'angle du terrain qui nous exige de passer ça pour ensuite aller sur un terrain un petit peu plus technique. C'est la portion vraiment finale, qui est encore une fois non obligatoire, mais qui nous fait réaliser une ascension quand même technique d'un sommet de 6000 mètres, pour être très précis, de 6088 mètres. Donc, ça se fait quand même facilement sur 2 jours, avec pas beaucoup de déplacements depuis La Paz. Donc, c'est pas beaucoup de déplacements pour aller au lac Titicaca, pas beaucoup pour aller dans la Cordillère Royale. Encore une fois, des pauses aussi plutôt culturelles pour se reposer, comme dans la vallée de la Lune, Valle de la Luna. On retrouve au sud de La Paz. Puis ensuite de ça, le plat de résidence, le Illimani, qui est un sommet de 6432 mètres. C'est pas le point culminant du pays puisque c'est le Sajama, qui est un petit peu plus au sud-ouest du pays, donc à 6500 et des poussières. Mais ça reste quand même une des très hautes montagnes de ce pays-là, très imposante. Et puis, elle est au milieu de l'altiplano, donc ça fait que c'est un paysage, je trouve, incroyable dans son contraste. On peut avoir quelques petits clins d'œil avec le pic Lénine que j'ai montré tout à l'heure. Et puis, c'est une ascension qui va aussi se faire avec un camp d'altitude puis une poussée sommitale sur un terrain mix d'ascension. Là. Donc, on va vous monter d'abord sur des moraines, sur des arêtes qu'on voit. Puis ensuite de ça, un enchaînement de terrain crevassé pour une poussée finale sur un terrain glacier là, qui est très aléatoire, là, mais bon, ça reste que quand c'est marqué PD dans la cotation, c'est cotation française, ça, PD, ça veut dire pas difficile. Donc c'est comme le concept des 7 plus belles montagnes. C'est très subjectif, c'est pas difficile. Mais en fait, la chronologie de ça ou l'échelon de ça, c'est F pour facile, pas difficile, difficile, très difficile. Donc, on est dans du pas difficile, mais on n'est pas dans du terrain facile comme on a pu l'avoir sur peut-être les autres montagnes que j'ai présentées antérieurement. Mais ça reste que c'est accessible. Et puis, sachez que pour ces sommets-là, il y aura formation alpine en amont. Donc, familiarisation avec l'équipement, la technique de cramponnage, l'encordement, etc., comme on aura fait sur d'autres sommets. Donc voilà, on vient après à La Paz, on célèbre et ça termine notre voyage. Donc le prochain départ, ce sera à la toute fin de cette quête du cycle de 2 ans, donc en septembre 26. Puis voilà, je prends vos questions. Puis pendant ce temps-là, je vous montre le petit clin d'œil sur le gros classique chez Caravanier, qui fait partie quand même de cette quête-là, le Kili. Parce que beaucoup de gens avaient fait le Kilimanjaro comme première montagne de haute altitude, puis après ça, se sont lancés la quête. Donc, il fallait le mettre dans la boucle. Il a 5895 mètres, une randonnée en haute altitude qui va varier en durée, mais chez nous, on le fait en 8 jours combiné avec l'ascension du Mérou qu'on voit ici dans une forêt très équatoriale. Puis c'est un long trek qu'on va faire, qui va nous mener au sommet, mais c'est pas une ascension technique, c'est vraiment une initiation à la haute altitude, aux expéditions de montagne quand même. Souvent le Kili, c'est le tremplin, là, le levier pour ça. Et puis ça culmine toujours, ça se termine avec un safari dans le parc de Serengeti qui reste en soi, je pense, un des plus beaux parcs d'Afrique pour l'observation animalière. Donc voilà, merci d'avoir assisté à tout ça. Donc dans le cas du Kili, en fait, c'est
C'est un départ biannuel en janvier et juillet de chaque année, des fois 2 départs par saison. Et cette grande quête des sommets, ben, elle se tournera sur 2 ans. Donc voilà, ça sera ça jusqu'à nouvel ordre. Donc on se lance cette quête et ça commence dès janvier 25 avec l'Aconcagua, sur lequel j'aurai l'opportunité de retourner pour la 7e fois. On me dit, hey, j'étais sur la photo. Ok, tant mieux. Photo du Kili, j'imagine. Bref, j'espère que vous avez signé votre petite coche qui disait j'accepte d'apparaître sur les médias de Caravani. Si c'est pas le cas, on retire. Donc, en tout cas, merci de votre intérêt. Je vais répondre tranquillement à vos questions. Donc, pour les voyages comme Équateur, Volcan mexicain, Bolivie, ça sera des voyages d'environ 15 jours, là, à une journée proche. OK? Sur des gros 2 semaines, disons. Parce que sur des 6000 mètres, ça va encore l'acclimatation, pas besoin de pousser plus que ça. Puis parce que si on veut pas éterniser les voyages, après ça, il y a possible extension selon vos goûts, sans problème, on peut coordonner tout ça, mais oui, ce seront des 15 jours autour. Pour Péclénine, on parle de presque 24 en tout. La Concagua, c'est 22, 23. Puis pour le Kilimanjaro, vu qu'on le combine avec un safari, puis une acclimatation sur le Meru, on est plus sur 18. Et puis j'en oublie certainement le Méropic parce que c'est un long trek aussi, parce qu'on va au Népal, c'est aussi sur 21 jours. Donc ça varie quand même pas mal. Vous avez toutes ces informations-là sur la page Alpinisme de Caravanier qui va dans quelques semaines changer pour la page 7 plus belles montagnes. On voulait dégonfler un peu l'orgueil de alpinisme, etc., etc. Voilà, voilà. Donc, Eric, Annick, avec plaisir. Écrivez-moi si vous avez des questions. Ça me fera plaisir de vous répondre personnellement. Puis aussi, dans le cas de certains voyages, là, ils sont pas sur le site internet, c'est des docs, donc j'envoie le PDF. Donc, mon adresse fx à commercial caravanier avec un s.com. Donc, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, mais merci d'avoir assisté à la conférence. Hein, pour les 30 cakes qui ont resté jusqu'à la fin. Et Vuard, tu lèves la main? Je lève la main moi aussi. All right. Sinon, ben, merci beaucoup.